Les négociations sur les énergies fossiles à la COP30 tenues à Belém au Brésil ont échoué. Les pays restent divisés sur la question de l'abandon des énergies fossiles, responsables de plus de 80% du réchauffement climatique. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Casablanca avec Mohamed Saïd Karouk, professeur en climatologie. Mohamed Saïd Karouk, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Média TV. Alors, près de 200 pays réunis en Amazonie brésilienne ont adopté ce samedi à la COP30 un modeste consensus sur l'action climatique, sans plan de sortie des énergies fossiles. Comment expliquer le blocage concernant l'abandon des énergies fossiles lors de la COP30 ? Tout simplement, c'était le blocage depuis toujours sur les énergies fossiles, parce que notre civilisation actuelle, notre économie est basée sur cette énergie fossile, justement. Malgré que les énergies renouvelables ont évolué, ont été développées d'une manière très accélérée, n'ont pas parvenu à remplacer les énergies fossiles, ou au moins les fonctions de l'énergie fossile. En attendant de trouver une énergie qui pourrait assumer les fonctions et le service d'énergie fossile, dans ce cas, on pourrait parler du dépassement ou de l'abandon de l'énergie fossile. Mais en attendant, il n'y a rien à faire. Personne ne peut le faire, hein. Ni les pays développés, ni les pays en développement. Alors, sachant qu'il y a des multinationales qui ne céderont pas leur place, c'est clair. En même temps que les pays développés ne vont en aucun cas abandonner l'utilisation d'énergie fossile sur le compte de leur économie, de leur suprématie, etc. Et comme ça, donc, on se trouve, nous tous, otages de cette énergie fossile, ni plus ni moins. Voilà. Alors les ONG environnementales, comme Greenpeace par exemple, dénoncent un manque d'ambition et un projet de texte vide. Et la présidence s'engage à une feuille de route sur les énergies fossiles. Quel était l'objectif de la feuille de route pour l'abandon des énergies fossiles proposée par certains pays ? Alors, quelques pays, principalement les pays européens, parce que n'ont pas trop besoin des énergies fossiles, ils ont des énergies de remplacement, telles que les énergies nucléaires en particulier, auxquelles s'ajoutent les énergies renouvelables, sont les plus grands combattants de l'abandon des énergies fossiles. Les ONG aussi, parce que c'est leur droit, les ONG, c'est leur mission, c'est de défendre le droit à la vie, le droit à un environnement sain, etc. Mais ce combat n'est pas facile, hein. Il n'est pas facile puisque on est à la fois tous otages de l'énergie fossile et on n'a pas de possibilité pour s'en passer. D'autant plus que les pays en développement ont d'autres soucis, hein. Ils défendent l'apport financier des pays développés. Et donc, ils n'ont pas le temps de parler des fossiles. C'est pas de ça qu'il s'agit, hein. Mais eux, ils sont des victimes, doublement victimes de l'évolution du climat, avec les risques majeurs que nous avons aujourd'hui vis-à-vis des événements météorologiques extrêmes. Et donc, ils sont les premières victimes. Et à partir de là, les dernières COP, ça soit 29 ou 28 ou même avant, ces pays ont défendu leur droit à une aide financière de la part des pays responsables du réchauffement climatique, ce sont les pays industrialisés, et des accords ont été faits dans ce sens, mais jamais réalisés. Même aujourd'hui, cet accord a été renouvelé, celui de l'accord 29 par l'occasion. Mais on va voir cette promesse. Je suis pas sûr qu'elle sera conservée, que les pays en développement auront ce droit à cette aide financière. Et donc, si vous voulez, d'une manière générale, les énergies fossiles ou la lutte contre les raisons du réchauffement climatique, plus ou moins, ça a été abandonné depuis très longtemps. Et depuis trop longtemps, on parle d'économie, on parle d'énergie, on parle de l'aide, on parle de tout, sauf du climat.
Et cette fois-ci, on a refait sortir cette histoire des énergies fossiles puisque c'est le grand responsable du réchauffement climatique, mais ça ne passera pas facilement. Ça passe pas facilement, justement, hein, pour toutes les raisons dont la majeure partie, je les ai présentées ici. La ministre Voilà. colombienne de l'Environnement, Irene Vélez-Torres, avait affirmé, elle, que la COP30 ne pouvait pas se terminer sans feuille de route pour abandonner les combustibles fossiles. Pourquoi l'absence de mention explicite des énergies fossiles dans le projet d'accord est-elle critiquée selon vous? Alors, elle est critiquée parce qu'il y a beaucoup de pays, justement, qui vivent sur les énergies fossiles, hein, particulièrement les pays arabes, producteurs de pétrole, hein. Mais les autres pays aussi non arabes qui produisent le pétrole, ça veut dire les pays de l'OPEC, hein. Mais de l'OPEP, pardon. Mais aussi les autres pays qui en profitent, comme les grandes compagnies internationales et qui fait pression sur les pays, sur les États, sur les présidents de chaque pays. Et c'est pour cela que le terme ou ce vocabulaire fossile, il désigne très clairement le pétrole, le charbon et le gaz carbonique. Et donc, c'est leur présent, mais aussi leur futur qui est menacé. Et donc, ils se défendent tout simplement. Et à partir de là, si ces pays ne sont pas d'accord et n'accepteront pas ces termes, ça ne passera pas. Et puis, il y aurait pas d'accord. Aujourd'hui, il y a un accord minima. Je dirais presque qu'il n'y a pas d'accord en réalité, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait réapparaître les accords passés de la COP 29 et 28, et puis on les a renouvelés. Mais ceci a été fait il y a déjà 1 an ou 2 ans, ça. Et dans ce sens, la COP 30 n'a rien ajouté aux négociations internationales dans ce sens. Voilà. Vous avez cité certains pays, notamment les pays arabes producteurs de pétrole. Certains pays s'opposent à toute référence à une sortie progressive des hydrocarbures au nom de la protection de leur développement économique. Est-ce qu'on sait pourquoi ces pays s'opposent-ils à cette sortie justement progressive des énergies fossiles? Alors, c'est le cas particulièrement des pays producteurs de pétrole et des pays en émergence aussi, hein. Parce que ces pays en émergence, qu'on le veuille ou pas, la seule source énergétique à la portée de tout le monde aujourd'hui, la moins chère, si vous voulez, c'est le pétrole et c'est le charbon. Il n'y a rien à faire. Alors, ils ne peuvent pas compromettre leur développement, ils ne peuvent pas compromettre le droit à leur population de se développer. Et à partir de là, presque tout le monde est contre cette histoire de stopper les énergies fossiles parce que tout simplement c'est un outil, c'est un moyen de développement, c'est le moteur de l'économie mondiale et des économies nationales, que ça soit les pays développés ou les pays en développement. Alors aujourd'hui peut-être les pays en développement euh, sont plus importants pour défendre ces énergies fossiles que les pays développés, hein. Ce qui arrange tout le monde d'ailleurs. Autrement dit, ces pays en développement, ils défendent les pays producteurs et les pays développés en sollicitant ou alors en s'opposant à cette histoire de termes fossiles dans cet accord. La question est très simple. Alors selon vous, Mohamed Saïd Karouk, comment les pays en développement et les pays industrialisés divergent-ils sur la question du financement climatique? Alors, le financement climatique, c'est une question très complexe, hein, qui dépend à la fois des politiques des économies nationales et des accords et de la coopération internationale, hein. Pour les pays qui ont décidé et qui, de se mettre sur des plans stratégiques nationaux, comme c'est le cas du Maroc, et là, il a mis en même temps les outils de son développement, les outils financiers.
que ça soit la finance nationale ou la coopération internationale. Alors, par contre, au niveau des négociations se basant sur la Convention cadre des changements climatiques, comme c'est le cas aujourd'hui de la COP, ce financement devrait venir des pays développés, des pays riches. Mais les pays riches, eux, ils ont d'autres priorités, d'autres chats à fouetter, comme on dit, et puis d'autres urgences. Il y a une guerre financière et commerciale entre l'Europe, l'Amérique et la Chine. Il y a aussi une course vers l'adoption des énergies de toutes sortes d'ailleurs. Hein. Et ici, la Chine, elle fait l'arbitre du monde. À elle seule, que ça soit en production ou en consommation, c'est un pays immense, une économie immense et qui fait et qui impose au monde de la suivre, qu'on le veuille ou pas, parce que l'économie chinoise, c'est une économie internationale et il est introduisent dans toutes les économies nationales à travers le monde. Et à partir de là, ce financement est aujourd'hui la clé tournante des négociations, que ce soit des pays développés ou des pays en développement. Donc, les COP devient une COP de négociation sur la finance, beaucoup plus que sur le climat lui-même. Parlons à présent des communautés autochtones. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'elles sont impliquées dans les négociations de la COP 30 ? Alors, les pays autochtones représentent une force à part, hein, ou alors une partie à part dans ces négociations. Dans les termes juridiques de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, il y a la place des autochtones. Et donc, pour que les choses fonctionnent comme il se doit, et il faudrait qu'il y ait des autochtones. Alors, les autochtones ont d'autres problèmes, d'autres contraintes et d'autres défis. Hein. Alors, maintenant, la seule chose et la plus simple qu'on puisse faire, c'est de respecter ces autochtones, c'est de respecter aussi leur milieu vital. Hein. Parce que, prenons le cas de l'Amazonie, qu'il s'agit aujourd'hui de cette COP en Amazonie, c'est très symbolique. Les conditions environnementales de l'Amazonie n'existent qu'en Amazonie. Hein. Et donc, ces communautés autochtones qui vivent en Amazonie, ils ont besoin de leur milieu, que leur milieu soit stable, qu'il soit pas bouleversé. Sinon, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'interférences entre les maladies existantes et les maladies qui se développent avec le réchauffement climatique. En plus de l'agression urbaine, si vous voulez, vis-à-vis de leur foyer, de leur foyer naturel, qui est l'Amazonie, qui est la forêt elle-même. Et donc, leurs conditions de vie, ils deviennent très complexes dans ces conditions actuelles dans lesquelles nous vivons, dans ce bouleversement climatique. Et à partir de là, donner une parole aux autochtones, c'est aussi essayer de comprendre quelle est leur contrainte, quelle est leur façon de vivre, quelles sont leurs demandes, quels sont leurs souhaits. Et ça sera très simple. La chose la plus simple à faire, c'est de conserver leur milieu pour leur laisser la possibilité de continuer à vivre dans leur milieu que nous, disons-le franchement, on ignore ces conditions. Il faudrait leur donner la parole pour comprendre que faudra-t-il qu'on fasse, ni plus ni moins. Alors Voilà. avant de conclure, le commissaire européen au climat, Wopke Hoekstra, a déclaré que le texte actuel est inacceptable. Quelles sont selon vous les conséquences potentielles de l'échec des négociations sur le climat à la COP30 ? Alors, les négociations tournent devant trois grands blocs auxquels s'ajoute un quatrième bloc, si vous voulez, qui sont les pays émergents. Alors, le premier grand bloc, c'est c'est le bloc américain qui produit énormément d'énergie fossile, qui se base sur son énergie lui-même
qu'il se l'offre gratuitement. Il n'a pas passé par la dévaluation ou l'augmentation du dollar. Il se l'offre au prix qu'il le souhaite, que ça soit en pétrole ou en charbon. L'autre bloc, c'est celui de l'Europe. Hein. L'Europe est un espace ou un continent qui souffre de manque de ressources naturelles depuis toujours. C'est ce qui a fait que les Européens ont développé leur énergie nationale qui s'est basée sur le nucléaire. C'est pour cela qu'ils sont très avancés dans le nucléaire par rapport au reste du monde. Hein. Et à partir de là, les Européens, ils défendent le droit de l'environnement, de la vie d'une manière globale, en se débarrassant d'énergie fossile. Ce sont les plus grands défendeurs du dépassement d'énergie fossile parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et le troisième grand bloc, c'est celui des Chinois. Alors, les Chinois, eux, réclament leur droit de se développer, comme ont fait les pays occidentaux, en utilisant le pétrole et le charbon, et le font d'ailleurs, mais en même temps, ils développent les énergies renouvelables beaucoup plus que le reste du monde. Hein. Ce sont le plus grand pays qui développe les énergies renouvelables à travers le monde. Et à côté d'eux, il y a les pays émergents, tels que l'Inde, tels que le Brésil, tels que l'Afrique du Sud, mais aussi les autres pays qui sont, je dirais pas sous-développés, ça n'existe plus ce terme dans la politique actuelle, mais c'est des pays en développement. Et donc, tout ce monde a ses intérêts quelque part. Hein. Alors, les Américains défendent le fossile, les Européens défendent l'énergie alternative, y compris le nucléaire. Les Chinois défendent tout, ils défendent leur droit aux fuels fossiles, mais ils développent le renouvelable. Les autres pays prennent place et commencent à avoir une parole importante au niveau de la diplomatie internationale. Les autres pays suivent, mais ils suivent avec une réclamation de leur droit de continuer à vivre correctement sans effets extrêmes des événements météorologiques qui leur causent énormément de problèmes, qui leur causent beaucoup de dégâts et qui détruisent leur économie, leur bien-être. Donc, à partir de là, la feuille de route doit se clarifier à travers ces axes principaux. Alors maintenant, ce qu'on a devant nous, cet accord minima, il ne crée rien, mais il n'annule rien. Donc, on continue de faire comme on a fait avant la COP 30, en attendant la COP 31, peut-être qu'il y aurait autre chose qui fera secouer un peu le monde et qu'on avancera plus vers une autre voie alternative que nous n'avons pas trouvée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Saïd Karouk d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions et merci également pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes professeur en climatologie et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca.